Merci de prendre le rendez-vous de l'entretien de ce dimanche. Bonsoir à tous. Ils font partie des plus vulnérables et sont souvent confrontés à des fragilités exacerbées par différents facteurs de risque qui sont une menace pour leur bien-être. Eux, ce sont les enfants. Ils ont d'ailleurs été célébrés, ou plutôt ils sont d'ailleurs célébrés tous les 16 juin à l'occasion de la journée mondiale de l'enfant africain. Nous, ce soir, sur ce plateau, nous nous intéressons à la situation de l'enfant béninois, aux efforts consentis par le gouvernement pour leur garantir un niveau de vie décent. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois Madame Solange Odjo. Elle est la directrice de la famille, de l'enfance et de l'adolescence. Bonsoir Madame Odjo. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci de nous honorer de votre présence. C'est un plaisir pour moi. Alors nous allons d'emblée mettre les pieds dans les plats comme on le dit. Allons-y. Et je vais vous demander comment se porte l'enfant béninois aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dois dire, en tant que directrice de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, que, en même temps que j'ai de la mélancolie, que je me réjouis de ce que la question de la protection de l'enfant embrase tout le pays et fasse objet de réflexion au niveau de tous les acteurs, depuis les parents, géniteurs, jusqu'au niveau de l'État. Et même si, quelquefois, et par endroits, nous constatons des situations ou bien des faits qui titillent un peu notre sensibilité en tant que mère ou père de famille, même s'il y a de ces cas que nous relevons à quelques endroits dans notre pays, je dois dire quand même qu'il y a un certain intérêt qui est nourri de plus en plus par beaucoup d'acteurs, les acteurs non étatiques, les ONG, les partenaires techniques et financiers, les acteurs, les cadres que nous sommes, les parents, les enseignants à tous les niveaux et surtout l'État. Alors vous disiez tantôt que vous aviez un sentiment de mélancolie. Pourquoi ce sentiment? Oui, parce que quand vous êtes... D'abord, je suis une mère de famille et vous êtes citoyenne, vous êtes en tout cas un homme dont les veines ont le sang qui circule. Oui. Il y a des situations devant lesquelles vous ne pouvez ne pas exprimer votre désarroi, votre regret. Quand vous apprenez qu'une fille de 7 ans fait objet de viol par un monsieur de 50 et quelques ans, de 50 ans, 60 ans, il y a de quoi se faire soulever les cheveux sur la tête. Et donc, en même temps que je me réjouis de cet intérêt que je note au niveau de toute la communauté, en même temps aussi, je me plonge parfois dans des réflexions et je me dis, mais à quand ça va s'arrêter? À quand un monde sans violence à l'égard des enfants? Et à quand justement un monde sans violence? Il faut forcément qu'il y ait des tests, des dispositions législatives pour réglementer un peu ce secteur et punir les personnes-là qui se permettent de s'adonner à ces actes de violence. Tout à fait, monsieur le journaliste. Notre pays, le Bénin, fait partie des rares pays qui suscitent de l'admiration en matière de disponibilité, en termes de tests protégeant les enfants. Nous avons un fort arsenal juridique protégeant les enfants. Mais nous avons comme impression que ces tests ne sont pas tout à fait connus de la population. Et en même temps, on se dit, mais est-ce que ce sont nos actions qui ne portent pas? Parce que l'une des attributions de la direction que j'ai l'honneur de diriger, c'est de se charger, sinon de disséminer, de vulgariser les tests protégeant les enfants. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, dans toutes les langues. Nous mettons à contribution les différents locuteurs de nos langues nationales pour pouvoir apporter l'information. C'est vrai que nous n'avons pas des statistiques pouvant nous prouver que nous avons atteint le dernier citoyen du pays, mais nous passons par tous les canaux pour pouvoir le faire. Et puisque tant qu'il y aura un seul cas qui reste, ça veut dire que notre action n'a pas encore tout à fait porté. Et donc, nous allons redoubler d'ardeur en la matière. Et en matière de tests, vous savez, nous avons un code, le code de l'enfant, qui a été
voté en 2015 et promulgué, et qui est rentré dans sa phase applicative depuis cette année-là même. Et même s'il y a avant ce code, il y avait des tests de loi non moins importants aussi, mais le code est beaucoup plus national, c'est notre chose, ça tient compte du contexte et tout, c'est de l'enfant béninois, il s'agit en tout cas de l'enfant qui vit sur le territoire béninois. Et donc toutes les situations sont prévues dans ce code, et il y a des dispositions qui caractérisent les faits et les gestes d'infraction et qui prévoient aussi des peines à encourir par les contrevenants. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas qu'il y a des peines, ceux qui s'adonnent à... Oui, justement, votre direction a l'obligation de vulgariser, comme vous l'avez dit, les tests en la matière. Mais si les gens ne savent pas encore, ça pose un problème. Qu'aurait-il fallu, malgré toutes les actions que vous menez? Non, je pense qu'à un moment donné, vous savez, il faut aussi dissuader. Pendant que nous passons de village en village, hameau en hameau, sur vos chaînes de télévision, les radios et tout, les réseaux sociaux, pendant que nous le faisons, si par exemple des auteurs ont des manies pour pouvoir s'en sortir, c'est des choses à décourager. Vous êtes d'accord avec moi que ça va annihiler tous les efforts que nous, on est en train de fournir de l'autre côté. C'est pourquoi l'aspect répression, elle est très importante. Heureusement que la protection de l'enfant est abordée dans une approche multisectorielle. C'est vrai que c'est le ministère des Affaires sociales qui tient le lead en matière de protection de l'enfant, mais c'est plusieurs ministères, au moins 7 ministères qui sont impliqués dans la gestion des cas, dans la protection. Il y a le ministère de l'Éducation, d'accord, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, et plein d'autres décentralisations. Ils sont nombreux à pouvoir le faire. Et tous ceux-là se retrouvent autour du ministère des Affaires sociales pour pouvoir faire ce travail-là. À un moment donné, on se dit, mais c'est parce qu'on ne punissait pas que les choses ont dû... et des fois même, on prend les gens, ils vont en prison quelques jours, je ne sais pas ce qui se passe après, et ils sortent. Mais je vous assure que depuis un certain temps, il n'y a plus de la chance. Il n'y a plus de chance pour les prédateurs, les prédateurs de nos enfants. Si quelqu'un se hasarde à tomber sous le coup de la loi, alors là, il subira la rigueur de la loi dans sa forme entière. Alors nous allons aborder cet aspect un peu plus tard dans le déroulé de notre émission. Vous disiez tantôt qu'il y a un code qui existe depuis 1995, le code 2015 qui régit tout le... Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a encore des enfants qui n'aient pas le droit d'aller à l'école, ou plutôt qui ne vont pas encore à l'école, parce que c'est de la responsabilité de l'État de garantir l'éducation pour tous. Tout à fait. Vous savez, c'est ahurissant de voir encore des enfants, malgré toutes les mesures. Je vous assure, le gouvernement, sinon l'État, fait quand même de son mieux. Mais je constate qu'il y a des poches de résistance à tous les efforts que l'État fait. Pour avoir été aussi directrice de la promotion de la scolarisation, j'ai mesuré un peu combien c'est difficile de convaincre des gens pour qui le coût d'opportunité est que les enfants restent à la maison. Vous voyez, il y a des familles, nous avons décrété dans ce pays la mise à disposition des parents, même de petits déjeuners pour les enfants, les fournitures scolaires, tout ce dont l'enfant aura besoin. Nous avons fait tout ça. Malgré ça, les parents retiennent les enfants à l'école, et surtout les filles. C'est pour ça, à un moment donné, notre slogan en ce moment-là, c'était toutes les filles à l'école. Effectivement, ça a pris, parce qu'il y avait tous les acteurs que nous avons mis à contribution, même les chefs traditionnels qui gardaient par devant eux ces enfants pour des considérations que je ne veux pas tout énumérer ici. Mais à un moment donné, quand ils ont adhéré à cette lutte, les filles se sont retrouvées à l'école et il n'y avait que les garçons à la maison. Et du coup, nous avons changé notre slogan, nous avons dit maintenant tous les enfants à l'école. Mais depuis quand cette fougue a pris,
à un moment donné, quand les enfants, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas aller à l'école jusqu'au primaire qui règle le problème. Ouais, il faut accéder à l'école, mais il faut y rester, il faut maintenir les enfants à l'école. Et c'est là le grand problème qui se pose à nous. Les enfants, l'accès à l'école ne pose plus de problème. Le Bénin est parmi les meilleurs pays qui a un bon taux d'accès à l'école, mais le taux de rétention et le taux d'achèvement laissent encore à Mais ça, n'est-ce pas la faute à l'État? Parce que si l'État permet aux gens d'aller à l'école, l'État doit veiller à ce qu'ils restent à l'école. Et cela passe par la mise en place de mesures pour accompagner les parents qui n'ont pas forcément les moyens. L'État, c'est vous, c'est moi. Oui. D'accord? C'est d'abord les parents aussi qui sont à la maison. Le premier qui représente l'État dans le cercle familial, c'est le père, c'est la mère. Si à un moment donné, malgré tout ce que l'État fait, on vous demande d'envoyer vos enfants à l'école, c'est gratuit pour toutes les filles. L'école primaire, elle est gratuite. L'enseignement secondaire, dès que vous rentrez le premier cycle, il est gratuit. La tenue kaki, on vous l'offre. Les fournitures scolaires, on vous l'offre. Mais est-ce que c'est suivi du primaire jusqu'au secondaire? C'est pas Oui, évident, je sais que jusqu'au premier cycle, les filles n'ont rien à payer. Jusqu'à la fin du premier cycle, elles n'ont rien à payer. Et en plus de cela, il y a plein d'ONG qui accompagnent, parce que souvent, c'est la politique du gouvernement que les PTF et les ONG suivent pour pouvoir apporter leur appui. Il y en a plein qui appuient ces différentes dispositions. Mais malheureusement, les parents ne veulent pas profiter et c'est bien après, quand les enfants sont grands et ils ne peuvent plus aller à l'école, qu'on regrette, on dit aussi, je savais. Et donc, je voudrais profiter de votre antenne pour leur dire, c'est le moment d'envoyer les enfants à l'école, parce que même si vous prétendez que les enfants peuvent vendre de la tomate et manger, peuvent aller dans un centre de formation, couture, coiffure, les trucs classiques que nous voyons et peuvent s'en sortir, je vous dis, le monde évolue et que c'est seulement ceux qui auraient été à l'école, qui auraient eu un minimum de niveau à l'école qui pourront véritablement se défendre sur le marché concurrentiel. Alors, l'autre vulnérabilité à laquelle les enfants sont souvent confrontés, c'est le travail des enfants. Aujourd'hui, on a pu constater dans les marchés, par exemple, des enfants continuent de vendre, vous l'avez évoqué brièvement, les parents préfèrent laisser les enfants aller au marché. Qu'est-ce qui est fait pour éviter que beaucoup plus d'enfants ne se retrouvent dans les marchés et que les parents prennent conscience? Tout à fait, merci beaucoup. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le ministère des Affaires sociales a le lead de la protection de l'enfant, mais est entouré d'autres ministères, comme le ministère de la fonction publique et du travail. D'accord ? Il y a une direction au niveau de ce ministère qui est la direction générale du travail et dont une direction technique est la direction des normes du travail, avec qui nous travaillons beaucoup, qui a pour prérogative de lutter effectivement contre le travail des enfants. Il y a une lutte acharnée, il y a comment on appelle, une campagne, je vais dire une campagne qui est décrétée pour surveiller les centres d'apprentissage, d'accord, les marchés, pour voir nos enfants qui sont en bas âge, qui sont en train de traîner dans ces centres-là. Vous savez, le code de l'enfant, comme je le disais, a prévu des dispositions de l'âge de l'enfant avant d'entrer en apprentissage. Avant qu'un enfant ne soit en apprentissage, le législateur a prévu l'âge qu'il doit avoir. Non, l'enfant doit finir le primaire, tout au moins. C'est la première condition. Ah, mais aujourd'hui, on voit des enfants qui sont mécaniciens, qui sont électriciens et qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Tout à fait, mais c'est contre la loi. Ils ne le savent pas. Mais ça se passe ici à Cotonou, c'est pas loin de Cotonou. Bien sûr. Mais les gens ne sont pas réprimés. Ah mais oui, ne vous en faites pas. Il y en a que nous prenons. Dès que vous vous faites prendre, ça fait à vos risques et périls. L'enfant doit pouvoir finir le primaire. D'accord, ça c'est la première condition. La deuxième condition, l'enfant doit avoir 14 ans révolus. 14 ans révolus. 14 ans révolus avant d'être dans un centre d'apprentissage. Et la troisième condition, il faut que forcément l'inspecteur de travail puisse poser sa signature pour dire je suis d'accord pour que ce contrat d'apprentissage soit signé. Ah, mais là, cela pose un problème. Parce que l'inspecteur de travail doit pouvoir voir la fragilité de la constitution physique de l'enfant, voir le métier, les risques liés au métier qu'il veut apprendre. Un enfant qui est naturellement chétif, qui a bien sûr l'âge 15 ans, ne peut pas peut-être exercer le métier de la forge ou bien de la soudure où on doit soulever les métaux et tout, exercer une force
Il ne peut pas. C'est l'inspecteur du travail qui vérifie toutes ces conditions avant d'autoriser l'admission dans un centre de formation de cet enfant-là. Et c'est au sujet de cela que le ministère des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle a décidé d'arracher ce côté-là au niveau des artisans. Vous avez constaté que depuis un certain temps, on parle beaucoup plus de CQM. Oui, tout à fait. Certificat de qualification au métier. Merci beaucoup. Et donc, vous savez, c'est le fait-faire. De façon classique chez nos artisans, c'est le faire. L'enfant, il rentre, il voit faire, et c'est ce qu'il a vu faire qu'il applique désormais. Mais le ministère de l'enseignement secondaire a dit non, il faut qu'on leur apprenne la théorie. Et les dots, les libérations qu'on organisait là, on va mettre ça de côté, permettre à l'enfant d'acquérir, de savoir pourquoi on doit mettre l'aiguille, on doit enfiler l'aiguille avant de coudre un habit, pourquoi on doit peigner les cheveux naturels avant de poser de la mèche, on doit leur expliquer tout cela. Alors, toujours parlant de la situation des enfants, cette année, on sait que le thème retenu est l'accès à une justice adaptée aux enfants. Et dans le cas du Bénin, l'accès à une justice adaptée aux enfants du Bénin. Nous allons aborder cet aspect dans la seconde partie de notre entretien, juste après avoir suivi cet élément. Au Bénin, il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école, accès à des soins de santé de bonne qualité, et il y a aussi des enfants qui mendient. Des enfants en apprentissage malgré qu'ils n'ont pas l'âge. Un tableau sombre et peu reluisant de la situation des enfants dans notre société. Selon l'UNICEF, 40% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique. Le continent abrite 15 des 20 pays ayant le taux de mariage d'enfants les plus élevés au monde. Au Bénin, les filles continuent de subir des violences qui affectent leur santé et compromettent leurs chances de réussite dans la vie. Leurs droits sont violés dans le sens où une fois qu'elles sont mariées à 12 ans, elles sont déjà mères. À 14 ans, elles sont mères de 2 enfants. Elles ne vont pas à l'école. Et quand elles atteignent l'âge de 20 ans, elles sont sous la domination d'un homme. Donc, quelque part, leur vie, je dirais, est gâtée. Marginalisés, certains enfants, filles comme garçons, se retrouvent en situation sociale difficile. Leur refuge, la rue qui les éduque autrement. Par manque d'éducation, ils développent des vices qui les mettent en conflit avec la loi. Qu'est-ce qu'on entend par conflit avec la loi? Ce sont tous les enfants qui sont en infraction pénale, par exemple, qui ont commis un vol, qui ont commis un viol, ou qui ont fait une escroquerie, ou qui ont fait un abus de confiance. Enfin, toutes les infractions qui relèvent du code pénal. Par exemple, l'avortement précoce aussi, c'est une infraction, mais qui relève du code de l'enfant. Les cas sont donc légion. Au Bénin, effectivement, il y a des enfants qui sont en conflit avec la loi. Comme dans ma commune, on a un enfant qui a été amené au tribunal parce que lors d'une bagarre à l'école, a porté atteinte au crâne de son camarade. Nombre d'enfants en conflit avec la loi identifiés ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons une fille et 13 garçons. Nombre d'enfants victimes de violences ayant bénéficié de l'assistance juridique, nous avons 20 filles et 1 garçon. Nombre d'enfants victimes identifiés ayant bénéficié d'un avocat dans la zone d'intervention, nous avons 9 filles. Au Bénin, si la situation carcérale des enfants se serait améliorée avec l'adoption du code pénal de l'enfant, la vie d'après la prison demeure une équation encore difficile à résoudre, malgré les progrès déjà réalisés. Il y a effectivement un progrès au niveau du ministère de la Famille, une structure et une mise en place pour que les enfants, une fois sortis de prison, bénéficient d'une réinsertion et une profession. Mais il serait vraiment bien que nous puissions vraiment suivre de manière à ce que tous les enfants incarcérés dans tout le Bénin puissent avoir une belle réinsertion sociale et que leurs droits soient respectés. Pour chaque enfant, la santé. Pour chaque enfant, des droits. Pour chaque enfant, une enfance. J'invite tous les enfants du Bénin à rester forts et à défendre leurs droits auprès de quiconque qui veut les violer. À l'occasion de la journée de l'enfant africain 2020, les plaidoyers militent en faveur de l'accès des enfants à une justice équitable.
vous l'avez suivi, le décor est très bien planté pour aborder cet aspect des choses. Mais dites-moi, Madame Solange Jojo, est-ce que les enfants béninois aujourd'hui ont droit à un système de justice adapté? Ben, je dirais de ma position que beaucoup d'efforts sont faits. Oui. Ça, il faut le reconnaître. La prison, le milieu carcéral reste le dernier recours pour les enfants. Il y a que nous devons voir devant chaque enfant, devant la situation de chaque enfant qui doit être incarcéré, nous devons nous demander qu'est-ce qui a pu l'amener à ce niveau. Tout à fait. Comment il a pu être à ce niveau. Nous devons aller questionner son passé. Dans quel environnement il a vécu, quelle est son histoire, comment les parents ont vécu avec lui. Il y a tout un ensemble de questions qu'il faut se poser. Et une fois dans le milieu carcéral, ce n'est pas parce qu'ils sont là-bas que nous les oublions. On n'attend pas qu'ils sortent avant de les prendre en charge, non? Depuis leur condamnation, il y a un travail qui se fait pour leur permettre de ne pas perdre leur équilibre psychologique. Et donc, les assistants sociaux, qui sont pour la plupart du ressort de notre ministère, oui, font un travail d'accompagnement psychosocial au niveau de ces enfants. Et vous savez, il y en a plein, c'est vraiment quand on ne peut plus rien faire, c'est vraiment le dernier recours qui fait qu'on envoie ces enfants en prison. Sinon, pour la plupart du temps, on les renvoie dans les centres de sauvegarde, d'accord, où on leur donne un appui psychologique, on les ramène un peu à l'ordre. Et tenez-vous bien, même dans les milieux carcéraux, qu'est-ce qu'on fait? On va en appui ceux qui vont à l'école, par exemple, on leur permet de continuer leur école, les apprentissages, c'est dans les centres. Personne n'a jamais souhaité faire tout ce qui dans un milieu carcéral. L'idée aurait été qu'on soit libre pour pouvoir le faire et être dans tous ces états, ces facultés correctement pour pouvoir apprendre. Si je vous entends bien, c'est qu'il y a encore aujourd'hui des enfants en détention. Si, il y en a. Mais qu'est-ce qui... Madame le ministre était allée l'autre fois au contact de ces enfants quand on avait parlé de la prévalence de Covid, oui, pour aller voir leur situation, puisqu'elle est la mère des enfants au niveau national. Le cas des enfants en prison l'a intéressée, elle les a visités, elle a échangé avec eux pour savoir un peu quels sont les motifs. Quel est l'état d'âme de ces enfants une fois derrière le barreau? C'est un peu difficile. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il vous est déjà arrivé de récupérer des enfants qui sont sortis de prison et d'arriver à les insérer dans la société? Bien sûr, il y en a que nous avons d'abord réunis. On est passé à la réunification entre les enfants et les parents parce que souvent, il y a un sentiment d'abandon, d'accord, qui se manifeste au niveau de ces enfants. On se dit, mais les parents auraient pu accepter et purger ces peines-là à ma place. C'est ce sentiment-là. Donc, il faut faire un travail avec et les enfants et les parents pour que l'acceptation-là se fasse très rapidement. Après cela, on pose la question à l'enfant. On ne fait rien derrière l'enfant. Parce qu'un des principes, c'est la participation. Un des principes fondamentaux de la protection de l'enfant, c'est le droit à la participation. C'est lui permettre d'exprimer son opinion. Et donc, on lui demande qu'est-ce qu'il veut apprendre. Et il étale son projet de vie. Et c'est au sujet de ce projet de vie-là que nous, on passe à la matérialisation en mettant à disposition les moyens et tout ce qu'il faut, tout l'accompagnement qu'il faut. Il y a des cas de réussite dont nous sommes fiers, même s'il y a quelques poches des fois qui ont tendance à refroidir notre ardeur. Et ceux-là qui n'arrivent pas à s'insérer, vous en faites quoi? Ah non, aucun enfant, pour nous, chaque enfant compte. Oui. Pour nous, aucun enfant n'est perdu. Même si aujourd'hui, d'autres voient que c'est fini pour cet enfant, nous, on estime qu'on travaille avec l'enfant, il peut développer une estime de soi et changer d'avis, changer de comportement et revenir en de meilleurs sentiments. Alors après tout ce que vous avez fait ou tout ce que vous faites au quotidien pour les enfants, quels sont les défis qui vous restent aujourd'hui? Le défi, c'est comment on appelle je ne sais pas s'il faut parler de retrancher de la population ces personnes malveillantes. Ces personnes malveillantes à qui on confie les enfants,
on a confiance en eux, les parents ont confiance en eux, leur confient les enfants et ils deviennent les prédateurs de ces enfants. Le gros défi pour nous, c'est de les soutirer, c'est-à-dire identifier, ce serait les méchant même de ma part de dire, de les enlever, de les sortir de nos communautés. Oui, mais bon, une communauté est faite de tout. Il faut qu'il y ait de ces gens-là pour que la loi puisse exister. Et voilà. Et donc, à défaut, je dirais, le grand défi pour nous, c'est de ramener tous ceux au monde-là que nous appelons prédateurs en de meilleurs sentiments, de voir l'enfant comme un être fragile, un enfant comme un être ne pouvant pas se défendre, mais qui ne fera que subir. Parce que non seulement physiquement, il est faible, mentalement, il est faible, et il est naïf, il a confiance, vous le frappez tout de suite, après vous l'appelez pour lui commander quelque chose, il revient. Quelqu'un qui va et qui piétine le droit de cet enfant, la personne, je ne sais pas si, est-ce que c'est seulement les tests qui sont là, qui régleront son compte, mais il y a aussi la nature qui a ses lois. Je voudrais que ces personnes-là se ravisent et changent maintenant de mentalité pour mieux s'occuper désormais des enfants. Alors, nous sommes au terme de notre entretien. 26 minutes, c'est vite passé. Avez-vous quelque chose à dire pour conclure? C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver ici avec ces questions. C'est vrai que le temps n'a pas permis de dire tout, mais je dois vous dire que le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a pris la mesure de la chose et a mis tout un paquet de mesures à contribution pour lutter contre cette déviance que nous notons. Le ministre elle-même a décidé de quitter son bureau, d'aller au contact des élèves dans les lycées et collèges, de les sensibiliser, de développer en eux une estime de soi et de leur faire prendre conscience. L'autre chose, nous avons élaboré un document de dialogue parents-enfants pour que les parents et les enfants dans le cercle familial puissent échanger et qu'il y ait une ambiance conviviale qui puisse permettre aux enfants de s'exprimer librement à leurs parents, histoire de permettre aux parents eux-mêmes de détecter des intentions mauvaises qui se cachaient derrière la tête et de vite parer au plus pressé. L'autre chose que nous avons faite, c'est la ligne d'assistance aux enfants en situation difficile. Ça fait exactement 3 mois aujourd'hui, jour pour jour. C'était le 18 mars dernier que nous l'avons installé. Je vous assure, depuis ce temps, nous avons enregistré environ 8000 appels. 8000 appels déjà, alors que nous n'avons pas encore fait les actions de communication autour de cette ligne. Ces 8000 cas-là, appels-là, vous les avez tous réglés? Non, c'est-à-dire on a reçu 8000 cas, mais 8000 appels, mais au niveau de ces 8000, il y a au moins 500 et quelques qui sont des cas avérés de violence. Il y a un dernier cas que vous avez appris tout récemment, le petit enfant à qui on a ingurgité les matières fécales. C'est la ligne d'assistance. C'est sur cette ligne que ce cas-là a été signalé. Le ministre a pris ce cas-là à bras le corps. Je puis vous dire que l'enfant se porte très bien, ce qui n'était pas du tout évident. Il est sorti carrément d'un coma. Aujourd'hui, il se porte très bien. Et la prédatrice, tout à fait. C'est pour ça que je vous parlais de la répression. Ah oui, il est en attente de condamnation. Il est en de bonnes mains, je vais dire, parce que quelqu'un qui... En tout cas, chacun subira la rigueur de la loi. Oui. Merci à vous, Madame Solange Jojo, pour ces précisions et pour tous vos éclaircissements. Ce sera tout pour l'entretien de ce dimanche soir. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien. À la prochaine.